Ok, donc je vois que Quentin vient d'arriver. Ok. Alors, voilà. Donc, on va commencer du coup. Alors, déjà, je vous rappelle le, le netboard, hein, déjà. Vous avez tout sur le netboard, hein. Donc, ce qui a révisé, c'est les 2 premiers chapitres. Donc, interaction lumière-matière. Donc là, vous avez tous les documents. Voilà. Donc, bien revoir aussi l'ETP, hein, qu'on avait fait sur le panneau solaire, la cellule photovoltaïque, hein, bien revoir tout ce qu'on a fait là-dessus. Donc là, vous avez les petits films qui expliquent l'effet photoélectrique. Là, vous avez un petit film de 5 minutes qui reprend bien tout le cours aussi, qui est bien fait là. Donc voilà pour ce chapitre-là. Et puis pour le chapitre d'après, l'évolution forcée d'un système. Donc le diaporama, la vidéo sur la batterie lithium-ion, le TP qu'on a fait et le TD. Et pareil, je vous ai mis 2 petites vidéos qui reprennent bien tout le cours qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va résumer. Voilà, donc là, bien revoir tout ça pour votre contrôle. Alors, on va reprendre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment à savoir sur ce cours? Alors, je vais commencer d'abord par le chapitre forcer l'évolution d'un système. Alors, déjà, 2 choses. Quand vous avez une réaction chimique, bien écrire le quotient de réaction, hein. Je rappelle que le quotient de réaction, c'est la concentration des produits affectés du coefficient stoichiométrique qui est en puissance, hein, n'oubliez pas, divisé par la concentration des réactifs. Alors bien sûr, si les produits et les réactifs sont solides ou si c'est des solvants, on sait que ça vaut 1. Donc ça, vous devez savoir. Donc là, c'est pour calculer le quotient de réaction. Alors déjà, ce quotient de réaction, on le calcule à l'instant initial et on le compare à la constante de la réaction, on avait dit. Et donc, on avait dit que si le QRI est plus petit que K, on est bien dans le sens direct. Si le QRI est plus grand que K, on est dans le sens indirect. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les évolutions spontanées. Et puis ensuite, ce qui se passe souvent, c'est que le QRI, eh ben, il est faible. Et il est faible souvent le QRI et le K aussi. Donc le QRI, il est proche du K. Il vaut presque 0 généralement. Et là, à ce moment-là, on dit que l'évolution est peu avancée. Et on dit à ce moment-là que l'évolution, elle est équilibrée. Voilà. Donc là, c'est par exemple lorsqu'on a une pile usée, par exemple. Lorsque la pile est usée, le QRI, il est très petit et il est proche de la valeur de K. Donc voilà. Et donc à partir de là, à partir de ce constat, on essaye de trouver une solution pour avoir une évolution forcée. Alors pour avoir une évolution forcée, le principe c'est que le QRI, il va s'éloigner de la constante de réaction. Alors comment est-ce qu'on peut faire une évolution forcée? Tout simplement en apportant de l'énergie extérieure, essentiellement de l'énergie électrique, dans le cas d'un électrolyseur. Voilà. Alors vous me posez des questions, hein. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Alors, donc là vous avez une réaction Fe plus Zn de plus donne Fe2 plus Zn. Donc ça, c'est une réaction d'oxydoréduction. Et là, on voit que cette transformation, elle est limitée parce que le fer est en contact avec le Zn de plus, mais on ne voit pas de formation de Fe2 plus, on ne voit pas de formation de Zn. Donc c'est comme si la réaction était bloquée. Et donc ça veut simplement dire que le QRI, il est petit et il est proche du K. Donc là, dans ce cas-là, on a atteint un équilibre chimique. Alors comment faire pour que cette réaction ait bien lieu de gauche à droite, du coup ait bien lieu dans ce sens-là? Alors vous voyez que pour faire ça, on est obligé de réaliser un électrolyseur. Alors l'électrolyseur, on va faire un peu comme une pile, mais sauf que on va relier les 2 électrodes à un générateur extérieur. Alors pour la pile, on sait qu'il y a ce qu'on appelle 2 compartiments. Alors on a d'un côté, on a dit le couple, le zinc avec le Zn2+, donc on a le couple Zn, Zn2+, et de l'autre, on a le couple oxydoréducteur Fe2+, Fe. Donc on a une barre de fer qui trempe dans une solution d'Fe2+. Et on sait que pour relier les 2 solutions,
on utilise un pont salin. Je rappelle que le pont salin, son rôle, c'est de fermer le circuit et d'assurer l'électroneutralité. Et là, contrairement à une pile, on va mettre, au lieu de mettre un voltmètre, ici, on va mettre un générateur. Alors, si on veut que la réaction passe d'un équilibre à une flèche, donc il faut, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le fer se transforme en Fe2+. Et ça veut dire que Zn2+, doit se transformer en Zn si on veut que cette réaction ait lieu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut que le fer se transforme en Fe2+, vous êtes d'accord que ça veut dire que le fer va s'oxyder. Donc si le fer s'oxyde ici, ça veut dire qu'il va libérer des électrons. Donc ça veut donc dire que là, les électrons vont être libérés par le fer, et donc ces électrons qui sont ici en vert vont être récupérés par le zinc. Ça va pour tout le monde? Et comme les électrons sont récupérés par le zinc, et bien du coup ça veut dire que Zn2+ va récupérer les électrons pour former ici du zinc. Donc ça veut donc dire que les électrons doivent circuler comme ça en fait. Ce qui veut dire du coup que le courant circule dans le sens contraire de celui des électrons, donc le courant doit circuler comme ceci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut que le courant circule dans ce sens-là, il faut forcément que la borne plus du générateur extérieur soit située de ce côté-là. Comme ça, on sait que le courant part toujours de la borne plus du générateur et revient à la borne moins. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que jusqu'à présent... Du coup, si ça c'est juste dans le cas où on utilise un électrolyseur. Oui, dans le cas où on met un générateur extérieur. Ça veut dire que moi, la question que je me pose, c'est si je dois brancher un générateur extérieur, et bien en fait, pour avoir la bonne réaction, la question que je me pose, c'est où est-ce que je mets la borne plus, où est-ce que je mets la borne moins de mon générateur? Et donc pour savoir ça, il faut que je prévoie en fait quelle réaction je vais avoir. Si je vois qu'ici j'ai le fer qui se transforme en Fe2+, bah, c'est que je vais avoir une oxydation. Donc ça veut dire que les électrons ils vont partir du fer. Non? Non, enfin le courant, du coup, il va du moins vers le plus? Non, il va de la borne plus. Il fait comme ça, le courant il part de la borne plus du générateur, il circule dans le circuit et il revient à la borne moins. Donc ça veut dire que si le courant circule comme ça veut bien dire que les électrons circulent dans l'autre sens. Ok, oui. Mais du coup, ça, c'est dans le cas d'un électrolyseur, du coup, il y a un générateur. Voilà. Parce que moi, si je veux que cette réaction ait lieu, il faut forcément que les électrons circulent comme ça et que le courant circule comme ça. Donc, il faut que la borne plus du générateur soit située à droite et la borne moins à gauche. Ça va? Ok. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc si on veut faire une réaction forcée, il faut placer un générateur, mais si on veut que la réaction ait lieu dans un sens, mais pas dans l'autre, il faut bien placer le générateur correctement. Bien placer le plus, je dirais, côté anode, puisque l'anode, ce sera l'oxydation, et bien brancher la borne moins ici, côté cathode, puisque là, je vais avoir une réduction. Voilà ce qu'il faut retenir. Ok? Alors ça, c'est le premier point à retenir sur la partie évolution forcée d'un système. La deuxième partie, alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, pourquoi ça ne veut pas? Ah, j'ai un souci. Alors, je recommence. Alors, je recommence ici, voilà. Là. Voilà. Alors, je reprends la suite. Donc, on a dit que si les électrons partent de l'électrode comme ceci, ça veut donc dire que le courant, lui, il va dans l'autre sens. C'est bien ce qu'on vient de dire. Donc ça veut dire que si les électrons y partent, on a ce qu'on appelle une oxydation. C'est-à-dire que le réducteur donne un oxydant plus des électrons. Donc on a une oxydation, et l'oxydation a lieu à ce qu'on appelle l'anode. Est-ce que ça va pour cette première partie? De l'autre côté,
on a dit qu'on avait une réduction. Alors réduction, ça veut dire que là, on voit bien que les électrons arrivent. Donc si les électrons arrivent, ça veut dire qu'ils vont être captés par un oxydant pour donner un réducteur. Si j'ai une réduction, j'aurai forcément la cathode. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'anode est reliée à la borne plus du générateur et la cathode est reliée à la borne moins du générateur. Ça va toujours? Oui, non, vous me dites? Oui. Alors du coup, maintenant la question que je me pose, donc là on a vu le sens des électrons, on a vu le sens du courant. Maintenant la question que je me pose, c'est que dans ma solution, là j'ai des ions. J'ai pas d'électrons là. Donc moi j'aimerais savoir si j'ai des ions. Ben, dans l'exemple précédent qu'on vient de voir tout à l'heure, on a dit qu'on avait des cations et des anions. Donc en l'occurrence, je comprends pas pourquoi j'ai plus. Voilà, je vais faire comme ça. Tout à l'heure, on avait des cations, on avait Zn de plus ici. Là, on avait Fe de plus. Là, on a NO3-. Là, on a SO4 de moins. Alors, c'est sûr qu'il y a des ions spectateurs, il y a des ions qui réagissent. Mais alors, ces ions, comment ils circulent? Dans quel sens? Comment je fais pour savoir ça? Et bien, comment je vais savoir? Et bien, moi, je vais dire que les cations, ils sont chargés positifs. Et bien, les cations, ils vont se déplacer dans quel sens? Ils vont se déplacer dans le même sens que le courant. Parce que le courant, c'est le sens des porteurs de charge plus, on avait dit. Donc, regardez sur le schéma. Si le courant circule comme ça, et bien, les cations circulent dans le même sens que le courant. Alors que les anions, qui sont chargés négatifs, et bien, ils vont circuler dans le même sens que les électrons qui sont chargés négatifs aussi. Comme les électrons circulent comme ceci, vous voyez, je montre avec ma souris, ben les anions, ils vont aller de cette électrode-là vers cette électrode-là du coup. Donc voilà en gros le sens de déplacement, ce qu'on appelle des porteurs de charge. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors maintenant, le dernier point à voir sur l'électrolyse, c'est la partie plus quantitative. Alors, donc savoir par exemple, si on fait circuler un courant pendant un certain temps, et ben on sait qu'il y a une quantité d'électricité qui va circuler dans le dispositif. Donc vous avez deux formules à retenir. La première, c'est la quantité d'électricité qui se mesure en coulombs. Ben c'est égal, on l'a vu plusieurs fois, c'est égal au produit de l'intensité du courant en ampères multiplié par la durée de l'électrolyse qui se mesure en secondes. Donc on a donc des ampères multipliés par des secondes qui donnent bien des coulombs. N'oubliez pas les unités. Donc ça c'est la première formule qui donne la quantité d'électricité. Et puis la deuxième formule du cours à retenir, à connaître, c'est toujours la quantité d'électricité qui est égale au nombre de moles d'électrons échangés en moles multiplié par la constante de Faraday. La constante de Faraday, c'est 96 500 coulombs par mol, et c'est une constante qui sera soit toujours donnée, ou alors si on ne vous la donne pas, on est obligé de vous donner le nombre d'Avogadro et la charge électrique. C'est-à-dire que le nombre d'Avogadro multiplié par la charge électrique, ça donne la constante de Faraday. Donc, connaissant ces deux formules-là, après, on peut vous demander plusieurs choses. On peut vous demander, par exemple, de chercher cette quantité d'électricité, de rechercher le nombre de moles d'électrons échangés au cours de l'oxydation ou au cours de la réduction. Et connaissant le nombre de moles d'électrons échangés, par exemple, en déduire le nombre de moles de réducteurs ou le nombre de moles d'oxydants. Il suffit juste de faire un bilan molaire. Et ensuite, l'étape suivante, c'est de trouver par exemple une masse de métal déposé par exemple. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut vous poser comme question? Alors, donc en gros, voilà, ce qu'on peut vous demander par exemple, c'est des choses comme ça. C'est chercher la masse d'un métal qui s'est déposé sur une électrode. Par exemple, on sait que l'électrolyse,
ça peut avoir plusieurs applications, on verra ça tout à l'heure. Donc on sait que la masse théorique de métal qui se dépose sur une cathode, puisqu'on sait que si un métal se dépose, c'est qu'on a une réduction. Si on a une réduction, c'est qu'on a une cathode. Donc quelle peut être la masse de métal qui peut se déposer à la cathode? Alors comme je vous ai expliqué, eh bien, si on connaît l'intensité du courant en ampères, si on connaît la durée d'électrolyse en secondes, ben déjà on peut faire I fois delta T. On peut déjà calculer Q. Ensuite, si on connaît le nombre de moles d'électrons échangés par atome de métal, eh bien, on combine les deux formules qu'on a vues tout à l'heure et on en déduit le produit I fois delta T sur le nombre de moles d'électrons fois F. Et ensuite, pour avoir la masse, eh bien, on transforme le nombre de moles multiplié par la masse molaire et on trouve la masse théorique de métal déposé. Donc voilà un petit peu le type de calcul, le type de question que vous pourrez avoir dans votre contrôle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ouais. Alors, je reprends. Du coup, alors, non, ça je vais en parler après. Donc, juste avant de clôturer, alors déjà, je terminerai par exemple, les applications d'électrolyse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme application? Ben, en électrolyse, on peut faire plein de choses. On peut faire, par exemple, ce qu'on appelle un dépôt électrolytique, comme je viens de l'expliquer, d'un métal sur un autre métal. Ça par exemple, c'est pour faire ce qu'on appelle de l'argenture, du chromage, du nickelage, par exemple, on avait fait un exercice sur l'acier galvanisé. On va appeler l'acier galvanisé, c'est-à-dire qu'on arrive à déposer une couche uniforme de zinc sur le métal fer. Et on obtient comme ça de l'acier galvanisé. Donc ça, c'est une application d'électrolyse. Par exemple, on peut aussi déposer du cuivre sur un autre métal, et donc ça permettra d'obtenir par exemple des alliages, un alliage mélangé d'un métal avec un autre métal, par exemple. Donc là, on peut faire ça aussi comme application. Comme autre application aussi, on sait qu'on peut aussi, on avait vu aussi, on avait fait un exercice là-dessus, qu'on pouvait produire aussi du dichlore. Par exemple, production de Cl2. On peut aussi faire de la soude. On peut fabriquer donc différents produits chimiques par électrolyse. Donc ça, c'est une autre application. On peut aussi, par exemple, à propos de dépôts électrolytiques, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les boîtes de conserve. Généralement, les boîtes de conserve, c'est en acier, c'est en fer. Mais pourquoi les boîtes de conserve, à l'intérieur de certaines, c'est tout blanc, à votre avis? Est-ce que vous savez? Tout simplement parce qu'on a fait un dépôt d'étain à l'intérieur de la boîte de zinc, tout simplement pour que le fer n'interagisse pas avec les aliments et ne les perturbe pas. Donc voilà, des différentes applications. Et donc, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Donc si par exemple, les électrolyses aussi, ça permet aussi de la protection contre la corrosion. Par exemple, pour protéger justement le métal fer le fait d'éviter qu'il s'oxyde. Alors justement, à ce propos, est-ce que vous pouvez m'équilibrer l'équation qui pourrait avoir lieu entre le fer et l'oxygène de l'air, puisque l'oxygène de l'air pourrait réagir avec le fer. Alors si je vous donne le couple c'est O2 H2O. Alors comment vous équilibrez cette demi-équation? Alors est-ce que quelqu'un veut se proposer? On rajoute 2H+. Alors, moi je ne rajouterai pas 2H+. Pourquoi? Parce que avant de rajouter des charges plus, moi je pense que j'équilibrerai d'abord les atomes. Non?
Ah, euh, Parce qu'il y a combien d'oxygène bah, à gauche? on rajoute un 2 devant les H2O Voilà, pour augmenter l'oxygène. pour l'oxygène. Et là, maintenant, ça fait combien d'hydrogène à droite? Du coup, là, c'est 4 H+. Et oui, et non pas 2 H+. Donc ça fait 4 H+, parce qu'il y a 4 hydrogènes à droite. Et ensuite, après, une fois qu'on a équilibré tous les atomes, ben, il ne reste plus qu'à équilibrer les charges. Donc, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Qu'est-ce qui manque? Du coup, il faut ajouter 4 électrons du côté des O2. Voilà, c'est ça. Et là, on aura ce qu'on appelle une Réduction. Voilà. Et donc, si ça se réduit, ça veut dire qu'en face, il y a quelque chose qui s'oxyde. Par exemple, ça peut être du fer qui peut s'oxyder justement en Fe2+, par exemple. Et donc là, on a vu que la réaction, c'était Fe2+, plus 2 électrons. Et là, on a bien 2 électrons libérés. Et là, on a 4 électrons qui ont été captés. Donc, si on veut faire la somme des deux, on est obligé de multiplier l'oxydation par 2. Monsieur, j'ai juste une question. Oui. Pour la formule qui est juste au-dessus, du coup, le Z, c'est le nombre d'électrons échangés. Oui. Mais enfin, comment... Ah oui, j'y reviens. Ouais, j'y reviens. Alors, du coup, ce Z-là, et ben, en fait, c'est comment dire, je prends un exemple. Et ben, je prends l'exemple que j'ai là. Fe donne Fe2+, plus 2 électrons. Donc moi, si je regarde mon équation, moi je constate que j'ai une mole de fer, je vais faire un bilan molaire. J'ai une mole de fer, j'ai 2 moles d'électrons. C'est bien ça mon bilan molaire. Oui. Ça veut donc dire que le nombre de moles de fer divisé par le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Pour moi, c'est donc égal au nombre de moles d'électrons divisé par le coefficient 2 divisé par 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de moles d'électrons échangés, c'est égal à combien? C'est égal à 2 fois le nombre de moles de fer. Donc ce qu'on appelle le Z là, eh ben, c'est le 2. C'est le coefficient stoichiométrique qui est présent dans l'équation d'oxydation ou de réduction. Donc voilà d'où sort ce Z. Mais par exemple, si on avait mis deux Fe dans l'équation, du coup, dans ce cas-là, ça n'aurait pas été N sur Fe divisé par 1, du coup, ça aurait été divisé par 2. Voilà. Du coup, ça aurait été les deux s'éliminer, donc ça aurait fait N du fer égale N d'électrons. Alors du coup, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le nombre de moles de fer, c'est égal au nombre de moles d'électrons sur 2. D'où le 2 qui se retrouve en bas, tu vois? Puisque là, la masse, ça peut être la masse de fer. Et comme le nombre de moles de fer, c'est le nombre de moles d'électrons divisé par 2, et comme le nombre de moles d'électrons, c'est I fois delta T sur F, et comme il y a le facteur 2 qui intervient, le facteur 2, il intervient en bas. Ah, du coup, ça en fait, ça là, ce que je mets en rouge, c'est quoi? C'est le nombre de moles de métal. Ça peut être le nombre de moles de fer. Multiplié par la masse molaire du fer, on a bien la masse de fer. D'accord, ok. Voilà. Donc pour trouver le nombre de moles de fer, il faut faire intervenir le coefficient stoichiométrique, le 2 ici. Voilà. Parce qu'il y a 2 fois plus d'électrons que de fer. Ouais, du coup, s'il y avait eu par exemple plusieurs moles de fer, et bah, ça n'aurait rien changé, étant donné qu'on a quand même 2 électrons moins. Alors après, en fait, on prend juste le nombre d'électrons. Ouais. Après, ça dépend. Si tu avais eu 3 fer là, s'il y avait un 3 devant, et ben là, j'aurais mis un 3 ici. Et donc, ça aurait voulu dire que le nombre de moles d'électrons, ça serait égal à 2 fois le nombre de moles de fer sur 3. Ou alors, le nombre de moles de fer, ça aurait été 3 fois le nombre d'électrons sur 2. Voilà ce que j'aurais eu comme rapport. Donc, au lieu d'avoir voilà, le Z, il tient compte des coefficients finalement. Parce que là, j'ai 1. Donc, ça fait 1 demi.
ici. Un demi, ben, ça fait 1 sur 2. Mais si j'avais eu 3, j'aurais eu 3 demi. Voilà, faut bien tenir compte des coefficients stoichiométriques. Voilà. C'est tout bon? Donc voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur ce chapitre-là. J'ai à peu près tout résumé. Donc je pense que j'ai rien oublié. Je ne sais pas s'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de voir. Je pense que j'ai à peu près tout. J'essaie de voir si j'ai rien oublié, mais je pense pas. Non, je crois que j'ai. Non, je crois qu'il y a tout en fait. Tout ce qu'on a vu en cours, voilà, tout est résumé ici. Donc ça, c'est pour le premier chapitre. Alors, je vais faire comme ça. Je vais faire ça. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième chapitre. Alors juste avant, alors voilà. C'est tout dans le désordre ce que j'ai fait. Je comprends pas. Alors, voilà. Donc deuxième chapitre qui est lié au développement durable, c'est la lumière, la notion de photon et la notion de panneau solaire. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a à savoir? La lumière, on avait vu en tout début d'année que ça pouvait être considéré comme une onde électromagnétique qui était soit visible, soit invisible, et qui était caractérisée par des phénomènes tels que les interférences, la diffraction, l'effet Doppler, en astronomie par exemple. Donc voilà, donc ça c'était ce qu'on avait appelé l'aspect ondulatoire de la lumière. Et maintenant, on a vu en fin d'année que la lumière, elle pouvait être considérée aussi comme des particules chargées d'énergie. Et c'est Einstein qui a postulé cette proposition et ensuite qui a fait aussi le lien avec l'aspect ondulatoire. Alors déjà maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un photon? Alors un photon dans le modèle particulaire, c'est une particule de lumière qui, on vous dit, est associée, et ça c'est Einstein qui le dit, est associée à un rayonnement monochromatique de fréquence nue et de longueur d'onde lambda dans le vide. Alors c'est un photon qui est associé à une fréquence, qui est associé à une longueur d'onde, et cette particule de lumière, eh bien déjà on sait qu'elle n'a pas de masse. Elle a une masse nulle. On sait que cette particule de lumière, elle se déplace à la vitesse de la lumière, donc on ne demandera pas de retenir le 299 792 458, il faut juste retenir 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Ça, il faut la connaître, cette vitesse, 3,10 puissance 8. Et on sait que ça n'a pas de charge non plus, ça n'a pas de masse, ça se déplace à la vitesse de la lumière. Par contre, ça a une énergie. C'est une particule énergétique. Alors cette énergie, on peut l'appeler delta E, puisqu'on va voir que c'est une variation d'énergie. Alors on sait que l'énergie, ça se mesure en joules. Le joule, c'est l'unité légale. Et on sait que l'énergie, c'est égal à H fois la fréquence nue. H, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck, qui sera toujours donnée en exercice, qui vaut 6,63 10-34 joules seconde. Nu, c'est la fréquence. On sait que la fréquence, ça se mesure en Hertz. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Il faut savoir que la fréquence, ça on a aussi en tout début d'année, que la fréquence est égale à c divisé par lambda. Donc c'est la vitesse de la lumière en mètres par seconde, et lambda, comme c'est une longueur d'onde, c'est en mètres. Donc ça veut dire que si on a des nanomètres, il faut bien transformer les nanomètres en mètres, bien sûr. Donc là, déjà, je dirais bien connaître ces deux formules-là. Voilà, ça c'est vraiment à connaître, savoir passer de la fréquence à la longueur d'onde, et ensuite calculer l'énergie. Ce qui veut donc dire que delta E, vu que c'est égal à H fois la fréquence, et que la fréquence c'est aussi égal à C divisé par lambda, je peux dire que l'énergie c'est aussi égal à H fois C sur lambda. Ça va être pour tout le monde? C'est bon aussi pour tout le monde tout ça? Alors, qu'est-ce que je peux en déduire? Par exemple, je peux très bien vous demander, une particule qui a telle énergie, elle aura quelle longueur d'onde? Alors ensuite, le souci qu'on peut vous demander, c'est que on a dit que l'énergie était en joules. Donc delta E en joules. Alors, ce qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on peut très bien avoir delta E qui peut être exprimé, mettons, en électronvolts.
je prends un exemple, hein, je prends n'importe quoi, je vais dire que j'ai un delta E qui vaut 3,39, je dis au pif, électronvolts. Alors c'est quoi la correspondance électronvolt joule? Alors ça aussi on est obligé de vous le donner si vous avez des électronvolts. Donc ce qu'on vous donnerait c'est quoi? C'est que 1 électronvolt, c'est l'énergie d'un électron soumis à 1 volt, bah, c'est équivalent à 1,6 10 puissance moins 19 joules. Voilà. Donc déjà on a cette correspondance. Donc la première chose à faire, c'est de faire quoi? Si on vous demande par exemple, voilà, le problème il vous dit déterminer la longueur d'onde du photon qui a une énergie de 3,39 électronvolts. Comment vous allez faire? Alors je vous écoute. Comment vous allez faire ça? Qu'est-ce qu'il propose quelque chose? Ben, en fait, on fait un produit en croix. Il faut déjà transformer le delta E qui est en électronvolts, il faut le transformer en joules. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si on a 3,39 électronvolts, on met les électronvolts sous les électronvolts, on fait un produit en croix en fait. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir trouver le delta E en joules. On va déjà chercher l'énergie en joules d'abord. Alors qu'est-ce qu'on doit faire comme opération pour faire le produit en croix? On fait 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules fois 3,39 électronvolts divisé par 1. Voilà, c'est ça. Mais du coup, le divisé par 1, il sert à Il rien. sert à rien. Ben, est-ce que quelqu'un veut le calculer? Parce que comme j'ai pris le chiffre au hasard, hein, j'ai pris. Si quelqu'un veut faire le calcul pour savoir combien ça J'ai fait. pas de calculatrice à côté de moi. Ah d'accord. Ben, si quelqu'un veut faire le calcul, alors je sais pas combien ça va faire, ça sera des joules de toute façon. Bon, ben, si personne n'a de calcul, je vais mettre X. Voilà, ça fera un nombre en joules. Et alors après, comment je peux passer de cette énergie à la longueur d'onde? Parce que moi, ce que je demande, c'est la longueur d'onde, en fait, du rayonnement. Et bien, je sais que l'énergie, c'est H fois nu ou H fois C sur lambda. Donc, comment je fais pour trouver lambda? Bah, du coup, alors, ça ferait... Attendez. E est égal à H fois C sur lambda. Du coup, ça ferait... lambda est égal à H fois C divisé par E. Oui, voilà. H fois C divisé par delta E. Alors après, il faut bien remplacer la constante de Planck, remplacer la vitesse de la lumière qui soit est donnée, soit vous mettez 3 10 puissance 8, et vous remplacez delta E, mais delta E en joules, bien sûr. Et là, ça va vous donner une longueur d'onde. Alors voilà, ça va forcément donner des mètres. Et puis après, ce qu'on peut vous demander, c'est à quel rayonnement appartient ces photons. Est-ce que ces photons font partie de la famille du domaine visible, des infrarouges, des UV, Comment est-ce qu'on peut savoir? Je sais pas du tout. Ah, alors c'est pour ça, ça serait bien de faire le calcul. Est-ce que parmi vous, il y en a quelqu'un qui a une calculatrice? On va essayer de faire le calcul justement. Alors est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que Hugues ou Carmine, est-ce que quelqu'un d'entre vous a une calculatrice? Pas directement sur moi, faudrait que j'aille la chercher. Alors apparemment, si, il y a Hugues qui dit que ça fait 5,42 10 moins 19. Donc je vais prendre le résultat qui est là. 5,42 10 moins 19. Donc voilà. Et alors là, je vais vous demander maintenant, Hugues, c'est à ta calculatrice. 5,42 10 moins 19. Et de diviser H fois C par ton résultat. Donc diviser 6,63 10 moins 34 multiplié par 3 10 puissance 8 divisé par 5,42 10 moins 19. Ça fera combien de mètres? Monsieur, j'ai juste une question. Oui. Du coup, de nanomètre en mètre, ça fait quoi? 10 puissance moins 9? Alors, 1 nanomètre égale 10 moins 9 mètres.
Oui, voilà, c'est parce que souvent les valeurs sont données en nanomètres, non? Ben oui. Pour les lambda. Ben oui, c'est pour ça qu'il va falloir transformer notre valeur là en mètres, en nanomètres après justement. Pour savoir si ça fait partie du visible, si ça fait partie de l'infrarouge, si ça fait partie des UV. Donc c'est comme ça qu'on va savoir en fait. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de connaître la valeur de la longueur d'onde. D'accord. Voilà. Alors on sait par exemple que la longueur d'onde du visible, je vous la rappelle pendant que vous faites votre calcul, moi je sais que les longueurs d'onde du visible, c'est compris entre 400, je vous rappelle ce qu'on a fait en tout début d'année, 400 nanomètres et 800 nanomètres. Je rappelle en même temps, je vous fais des petites révisions. 1 micromètre, c'est 10 puissance combien? Moins 6. 10 puissance 7. Moins 6 micromètres. Ah, moins 6, ouais. Et donc moins 6 par rapport à moins 9, il y a un facteur de 3 d'écart, vous êtes d'accord? Il y a un 10 puissance 3 d'écart. Ce qui fait que si je devais mettre 400 nanomètres en micromètres, et si je devais mettre 800 nanomètres en micromètres, qu'est-ce que ça me ferait? Ben, ça me ferait 0,4 ici. Puisque quand je passe de 10-9 à 10-6, c'est comme si je décale ma virgule de 3 chiffres vers la gauche. Et là, 800 nanomètres, ça me ferait 0,8 micromètres. Alors, on va voir combien vous allez trouver de mètres là. Ça vous donne combien? Combien vous allez trouver? C'est Hugues qui a une question. Oui, alors je vais voir si Hugues a marqué son résultat dans le forum. J'ai totalement oublié la célérité de la lumière. Donc Hugues, c'est 3 10 puissance 8. Ouais, non, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà. Donc tu vas faire 3 10 puissance 8 multiplié par 6,63 10 moins 31 et divisé par ta valeur. Donc 5,42 10 moins 19. Et du coup, on va retenir la célérité. Ah oui, ça il faut connaître au moins 3 10 puissance 8. Hein. Ça, c'est à savoir. Hein. Parce que dans tous les sujets de bac, c'est vraiment pas souvent donné. Alors tu me trouves 3,7, donc on va dire 3,7 10 moins 7. Donc je vais noter ça. 3,7 10 moins 7. Je le mets là. 3,7 10 moins 7 mètres. Bon, ça me parle pas beaucoup. Hein. Alors ce que je peux essayer de faire, c'est peut-être le mettre en nanomètres. Alors en nanomètres, ça ferait combien? Et ben moi je constate que 3,7 10 moins 7, vous êtes d'accord que ça fait bien 0,37 10 moins 6. Non, je sais pas. Combien ça va faire de nanomètres ça en fait? Et ben 3,7 pour moi c'est 0,37 fois 10. Est-ce que ça va ça? 3,7 c'est 0,37 fois 10. Et 10 fois 10 moins 7, ça fait 10 moins 6. Donc ça fait 0,37 10 moins 6. Alors c'est quoi 0,37 10 moins 6? C'est 0,37 micromètres. Hein. Et alors du coup ça fait combien de nanomètres alors? Si on décale la virgule de 3 chiffres vers la droite maintenant, ça fera 370 nanomètres. Et ça fait combien? Et bah, du coup, alors c'est quoi 370 nanomètres? Est-ce que c'est le visible ou est-ce que c'est autre chose? Bah, je constate que c'est plus petit que 400. Et 400, c'est le visible. Hein. Donc ça veut dire que cette longueur d'onde là que j'ai trouvée, elle fait partie de quel type de rayonnement?
Est-ce que quelqu'un veut répondre? Peut-être Hugues, je sais pas, il n'a peut-être pas de micro. Vas-y Hugues, tu peux répondre. Voilà, c'est ça, ultraviolet. En fait, dès qu'on est en dessous de 400, c'est les UV. Au-dessus de 800, c'est les infrarouges. Donc là, on a une longueur d'onde qui correspond à des ultraviolets. Si ça avait été supérieur à 800, donc je le marque à côté, les infrarouges, c'est une longueur d'onde qui est supérieure à 800. Voilà. Et après, au-delà, on ne vous demandera pas, parce que sinon, on vous donnera des tableaux, en fait. Donc voilà, il faut bien retenir les deux. Les ultraviolets, c'est plus petit que 400, les infrarouges, c'est au-delà de 800. C'est bon pour cette première partie? Attendez, monsieur. Du coup, les ultraviolets, c'est inférieur à 400. Voilà. Et supérieur à 800, c'est infrarouge. Oui. Mais du coup, est-ce qu'on est censé savoir pour si c'est lumineuse ou pas? Enfin, ça, je n'ai pas trop compris comment on est censé savoir. Si c'est visible, bah visible, c'est là. Ah oui, visible. Mais comment on fait si c'est visible? Ça, il faut le connaître, ça aussi. Hein. Si c'est compris entre 400 et 800, c'est du domaine visible. Donc ça, tu peux l'avoir. Infrarouge, c'est invisible, c'est au-delà de 800. Et ultraviolet, c'est plus petit que 400, c'est invisible. D'accord. Voilà. Donc voilà ce qui fait déjà le lien entre l'aspect, on va dire, ondulatoire, on parle de longueur d'onde, et l'aspect énergétique. Donc on voit bien que c'est bien des particules de lumière qui possèdent de l'énergie, et cette énergie est liée à la fréquence et à la longueur d'onde. Voilà ce qu'il y a à retenir sur cette première partie du chapitre. Alors ensuite, voilà. Alors ensuite, ce qu'il y a à retenir, c'est ça. C'est ce qu'on avait vu en cours. Je vous ai montré une petite vidéo qui illustrait ça. C'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Alors c'est quoi l'effet photoélectrique? Par définition, c'est une émission d'électrons par un métal, généralement par un matériau, sous l'effet de la lumière. On avait vu l'expérience où on mettait un morceau de zinc sur un électroscope, par exemple, on le frottait, et lorsqu'on approchait une lumière, et ben en fait l'électroscope il se déchargeait, et ça veut dire que les électrons ils partaient en fait, ils étaient émis, ils sortaient du métal. C'est ça qu'on appelle l'effet photoélectrique. Alors cet effet photoélectrique, il marche de la façon suivante. Par exemple, pour qu'un métal émette des électrons, il faut lui envoyer une certaine lumière. Alors ça peut être une lumière monochromatique, donc ça veut dire une seule longueur d'onde, une seule fréquence, et qui a une puissance P. Alors on a dit que si on envoie une lumière sur un métal, des électrons peuvent être arrachés, mais ça ne marche pas pour toutes les lumières. Ça veut dire qu'il y a certaines lumières monochromatiques pour lesquelles il n'y aura pas d'arrachage d'électrons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'on puisse arracher des électrons à un métal, il faut que cette lumière monochromatique ait une certaine fréquence, qu'on appelle une fréquence seuil. Alors c'est quoi une fréquence seuil? C'est la fréquence pour laquelle les électrons pourront commencer à sortir du métal. Donc si on veut que les électrons sortent du métal, bah, il faut que la lumière elle envoie des photons qui ont une énergie plus grande. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que l'énergie est proportionnelle à la fréquence. On a dit que E égale H fois nu. Donc, si on veut extraire des électrons d'un métal, il n'y a pas le choix. Il faut que la fréquence nu soit supérieure à la fréquence qu'on appellera la fréquence seuil. Ça, c'est la première condition. Et puis la deuxième condition, eh bien, on s'aperçoit que si on a une lumière super puissante, avec une puissance super importante, eh bien, si la lumière elle a une fréquence nue plus petite que la fréquence seuil, ben, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas d'électrons arrachés. Donc ça veut dire que même s'il y a une lumière faible ou une lumière à forte puissance, le phénomène marchera uniquement que si la fréquence de la lumière est supérieure à la fréquence seuil. Est-ce que ça va là, cette première remarque? Alors c'est pour ça d'ailleurs que l'expérience marchait super bien avec une lumière UV. Parce que qu'est-ce qu'on sait? On sait que les UV, ils ont des grandes fréquences, ils ont des petites longueurs d'onde.
Donc on a la formule delta E égale H fois C sur lambda. Si lambda est petit, l'énergie est grande, on avait dit en début d'année. Donc plus l'énergie lumineuse est grande, plus ça sera facile d'arracher des électrons. Est-ce que c'est bon l'effet photoélectrique? Oui. Ouais. Alors en dessous, je vous ai mis un petit dessin. Parce que moi je me dis, ben, je suis d'accord, il y a des électrons qui sont arrachés. Mais ils vont où ces électrons? Et bien en fait, il y a des dispositifs tels que celui-là, où vous avez ici ce qu'on appelle une photocathode, et ici vous avez une anode. Et vous voyez que les deux électrodes sont reliées à un ampèremètre et reliées à un générateur. Qu'est-ce que je constate? Je constate que si on éclaire la photocathode par une lumière, par exemple une lumière UV, on vient de dire que les électrons peuvent être arrachés. Mais comme on a un générateur, ça produit une tension. Comme ça produit une tension, ça crée un champ électrique entre l'anode et la cathode. Le champ électrique, on l'a fait cette année, il est perpendiculaire aux plaques. Il va dans le sens des potentiels décroissants. Et comme les électrons sont négatifs, le champ électrique va dans le sens opposé aux électrons, si on veut que les électrons se déplacent dans ce sens-là. Donc ces électrons arrachés, ils vont aller sur l'anode, qui va collecter les électrons. Et ces électrons, comme ils vont être collectés ici, là, ils vont ensuite pouvoir circuler dans le circuit. Et s'il y a des électrons qui circulent, il y a un courant qui apparaît. Donc on peut produire, grâce à ce phénomène, un courant électrique. Et ce qu'on vient de montrer là, c'est un petit peu le principe des cellules photovoltaïques. C'est-à-dire que les cellules photovoltaïques reçoivent de la lumière. Cette lumière, on a souvent des UV dans la lumière, hein. Donc cette lumière va permettre d'arracher des électrons, ils vont être collectés par l'anode, et ces électrons vont pouvoir circuler dans un circuit, produire un courant. Et ça, c'est le principe d'une cellule photovoltaïque que je suis en train de vous expliquer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Du coup, la photocathode, ça envoie des électrons à l'anode pour que ça fasse fonctionner le circuit. En gros, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, le fait qu'il y ait un champ électrique, ce champ électrique qui est perpendiculaire aux plaques, son rôle, c'est de guider les électrons pour pas qu'ils s'éjectent n'importe où. En fait, ces électrons, on va les canaliser par le champ électrique. Ils vont être canalisés et ensuite, ils vont forcément se diriger vers l'anode qui va les collecter. Du coup, le champ électrique, c'est entre la photocathode et l'anode? Et oui, voilà, c'est ça. C'est comme un condensateur. C'est entre les deux. D'accord. Voilà. Et comme ça, sinon, s'il n'y avait pas ce champ électrique, les électrons, ils iraient n'importe où. Ils seraient éjectés, en fait. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir les récupérer, ces électrons éjectés, et de les mettre dans un circuit. C'est ça l'intérêt. Donc voilà à quoi sert le champ électrique, en fait. Et du coup, le U sur le schéma, ça signifie quoi? Ça signifie que, rappelle-toi, on avait fait un chapitre sur le champ électrique. Et on avait dit que la valeur du champ électrique, c'est généralement égal à U sur D. D, c'est la distance entre les deux plaques, là. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait vu en début d'année, le champ électrique. Donc pour qu'il y ait un champ électrique, il faut une tension. Et il faut que les deux plaques soient séparées d'une certaine distance. Ah oui, d'accord. On l'avait fait ça en début d'année. On sait que U c'est en volts, on sait que D c'est en mètres, et donc on sait que le champ électrique, ça se mesure en volts, mètre moins 1. On avait vu ça cette année. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Alors maintenant, donc une dernière chose à savoir, c'est ça. Donc là, on a vu que la lumière est considérée comme un flux de particules qu'on appelle des photons, qui sont plus ou moins libérés. Voilà, l'énergie fournie au métal par un photon. Et voilà, il faut que je montre ça maintenant. Cette formule-là, qu'est-ce que c'est que cette formule? Alors moi, je constate que, déjà, sur le terme de gauche, j'ai H fois nu. H fois nu, qu'est-ce que c'est? C'est le delta E. Qu'on vient de voir tout à l'heure, des photons. L'énergie des photons, voilà. Donc ça veut dire que si on connaît l'énergie des photons, qu'on vient de calculer tout à l'heure, on sait que ça sera égal à un travail WE plus EC max. Alors EC max, c'est l'énergie cinétique. C'est ce qu'on appelle l'excédent d'énergie.
C'est quoi la formule de l'énergie cinétique? Ah oui, 1,5 m fois quelque chose, j'ai oublié. V carré. Et comme c'est une énergie max, ben, ça sera la vitesse maximale au carré. Est-ce que ça, il faut retenir la formule de l'énergie cinétique? Ah, il faut la connaître, oui. Même vous la connaissez depuis la 3e. Vous l'avez fait avec la sécurité routière. Oui, mais on s'en souvient plus. Oh, on l'a vu cette année. Donc ça, c'est l'énergie cinétique. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'excédent d'énergie? Parce que si les photons sont super puissants, super énergétiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent extraire les électrons du métal, on a dit. Donc pour extraire les électrons du métal, il faut ce qu'on appelle un travail d'extraction. Et ce travail d'extraction, ça se mesure lui aussi en joules. Hein. Et comme c'est marqué ici, c'est égal à H fois nu. Alors c'est nu, je l'ai appelé comment tout à l'heure? Je l'ai appelé le nu de... Comment je l'ai appelé tout à l'heure? Je l'ai appelé le nu seuil, nu 0. Vous voyez? Donc c'est la fréquence seuil à dépasser pour que l'électron soit arraché, on avait dit. Du coup, ça, c'est la fréquence seuil à dépasser. Voilà, la fréquence seuil qu'il faut dépasser pour que l'électron soit éjecté, on avait dit. Et donc ça, c'est ça qu'on appellera le travail d'extraction. Ça veut dire que si le photon est égal à ça, et ben le photon va pouvoir extraire l'électron, mais l'électron après, s'il n'y a que ça, il sera extrait, mais il ne pourra pas partir, il n'aura pas de vitesse, il n'aura pas d'excédent d'énergie du coup. Par contre, si le photon il est super puissant, ben, il aura assez d'énergie pour extraire l'électron du métal, mais il en aura encore plus pour le surplus d'énergie. Il va servir à quoi? Et ben, il va servir à lui donner de la vitesse. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des photons qui soient super puissants pour pouvoir extraire l'électron du métal, mais aussi lui donner de la vitesse. C'est ça l'intérêt. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. Donc l'énergie de la lumière est transmise à des électrons par un travail d'extraction. Et si ces électrons ont un surplus d'énergie, ça va leur donner de la vitesse, donc ça va leur donner de l'énergie cinétique. Voilà ce qu'il y a à savoir sur le modèle particulier de la lumière. Ça va? Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Ceci, les applications. À quoi ça sert cet effet photoélectrique? Alors on voit que ça sert dans plein de choses. Les capteurs de lumière. Quand vous passez devant un capteur de lumière, ça peut déclencher quelque chose par exemple. Ça peut déclencher un mécanisme. Alors ça, on peut avoir ça grâce à deux composants qu'on appelle des photorésistances ou des photodiodes. Vous vous rappelez, vous avez fait des petits exposés de présentation de chaque composant. Ensuite, on a les DEL. Les DEL, c'est quoi? C'est de l'énergie électrique qui est transformée en énergie lumineuse. La photorésistance, c'est de l'énergie lumineuse qui est transformée en énergie électrique. La photodiode, c'est pareil. C'est de l'énergie lumineuse qui est transformée en énergie électrique aussi. La cellule photovoltaïque, c'est de l'énergie lumineuse qui est transformée en énergie électrique aussi. La spectroscopie, c'est pareil, c'est aussi de l'énergie lumineuse qui va être transformée en énergie électrique, qui va être transformée encore en autre chose. Donc là, on voit bien que on a plein d'applications basées sur le phénomène de l'aspect corpusculaire de la lumière. Alors moi, je vais m'intéresser à ça, parce qu'on a fait un TP dessus, les cellules photovoltaïques. Alors je rappelle qu'une cellule photovoltaïque, hein, c'est un composé à base de silicium. Le silicium, c'est ce qu'on appelle un semi-conducteur. Ça veut dire que s'il n'est pas soumis à la lumière, le silicium il est isolant. Mais s'il y a de la lumière, ben, le silicium il commence à devenir conducteur. C'est pour ça qu'on appelle ça un semi-conducteur. Et donc, si on veut transformer de l'énergie lumineuse en énergie électrique, et ben en fait, il faut calculer ce qu'on appelle un rendement. Parce qu'on sait qu'une cellule photovoltaïque, ben, généralement, les rendements, c'est plutôt faible. Hein, c'est plutôt entre 10 et 15% à peu près. Alors, c'est quoi le rendement? Je vais le remarquer là. Le rendement, c'est soit un rapport d'énergie, soit un rapport de puissance. Il faut que ce soit les mêmes grandeurs. Donc, si on parle d'énergie, on va dire utile, sur, on va dire, une énergie fournie. Voilà, je vais dire ça comme ça. Pour moi, un rendement, c'est comme une énergie fournie. Donc, c'est quoi l'énergie utile? C'est quoi l'énergie fournie?
L'énergie utile, c'est l'énergie qui parvient à c'est l'énergie qu'il utilise, et l'énergie fournie, c'est l'énergie qu'il reçoit. Voilà, c'est ça. Donc l'énergie qu'il utilise, ça va être l'énergie qu'il va produire finalement. Donc ça sera une énergie électrique. Et l'énergie fournie, c'est l'énergie qui va provenir du soleil, de l'énergie, donc l'énergie lumineuse. Donc voilà comment ce qu'on va faire pour calculer le rendement. Alors, ce qu'on peut faire, nous, généralement, en électricité, généralement, on préfère plutôt les puissances. On peut très bien écrire la même chose, hein. On peut dire que c'est aussi un rapport de puissance, puissance électrique, sur puissance lumineuse. Voilà. Du coup, les puissances, c'est en watts? Alors, les puissances, c'est en watts. On a des watts divisés par des watts. Et là, on a des joules divisés par des joules. Donc, en fait, on sait qu'un rendement, ça n'a pas d'unité au final. OK? Alors, est-ce qu'on connaît des formules là? Est-ce que vous connaissez la formule de la puissance électrique? Est-ce que vous connaissez la formule puissance égale c'est watts par seconde, watts multiplié par seconde? Ah non, watts seconde c'est une énergie. Mais c'est quoi la formule de la puissance électrique? Elle fait intervenir quelle grandeur? Comment ça? Eh ben, c'est quoi des watts finalement? C'est le produit de quoi par quoi? Des joules multiplié par des secondes? Alors oui, mais c'est aussi égal à la chose aussi. En électricité. Oui, c'est des ampères par des... Oui, par des volts. Alors les ampères c'est I, c'est l'intensité du courant. C'est U fois I. Et voilà, U fois I. C'est ça la formule de la puissance électrique. Donc là on a des volts multipliés par des ampères. Et la puissance lumineuse c'est en watts. Alors, est-ce qu'on peut trouver une relation? Bah, tu viens de me dire que les watts c'était des énergies. Donc c'est E multiplié par des énergie lumineuse multipliée par un temps, tu m'as dit. Oui. Donc c'est donc des joules par seconde, tu m'as dit. Voilà. Et donc l'énergie lumineuse, en fait, ben, moi je dis qu'elle dépend de quoi? Ben, comment c'est un panneau solaire? C'est caractérisé par quoi? Par une surface? Non, je sais pas, un panneau solaire. Ah oui, oui. Donc ça veut dire que l'énergie lumineuse, c'est quoi? C'est l'énergie, on va dire en joules par mètre carré. Généralement, c'est souvent comme ça que ça s'exprime l'énergie lumineuse, c'est des joules par mètre carré. Et si on veut l'énergie lumineuse du panneau solaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par la surface du panneau. Et comme ça, on aura bien l'énergie lumineuse. Et après, il suffit de multiplier par T pour avoir une puissance. Ça va? J'ai pas compris. Une puissance, ça peut être égal à E fois T? Eh bien, une puissance, c'est une énergie par unité de temps. Oui. Parce que les watts, c'est des joules secondes. C'est pour ça que je passe de la puissance à l'énergie. Je passe de la puissance à l'énergie en multipliant par le temps. Mais l'énergie, en fait, c'est l'énergie lumineuse totale. Donc, moi, ce qui est généralement donné, c'est l'énergie lumineuse par mètre carré. Et donc, il faut multiplier par la surface du panneau pour avoir l'énergie lumineuse du panneau, bien sûr. Alors, généralement, on a ce qu'on appelle un convertisseur. Moi, je dis que la cellule photovoltaïque, d'ailleurs comme la photorésistance aussi, hein, ou la DEL, pour moi, j'appelle ça des convertisseurs. Un convertisseur, qu'est-ce que c'est? Ben, on a dit qu'un convertisseur, c'est un dispositif qui transforme une énergie en une autre. Alors, on vient de voir ici que le panneau photovoltaïque, il transforme une énergie lumineuse, on a dit en énergie électrique. Mais est-ce que le rendement, on a dit d'un panneau solaire, c'est toujours 100%? Non, il est très faible, il est 15% à peu près. 15%, donc ça veut dire que moi, mon dessin, il n'est pas bon là. Si je faisais ça, ça voudrait dire que j'ai un rendement de 100%. Oui, il faut faire les pertes. Et donc si c'est des pertes, ça veut dire que ça sort du système. Mon système, c'est les cellules photovoltaïques, donc ça sort. Et là, je vais avoir une énergie perdue. Donc on appelle ça une énergie perdue par effet Joule.
c'est une énergie thermique. Donc voilà comment je dois faire mon système de conversion, en fait, mon convertisseur. Je dois le représenter comme ça, en fait. Et là, j'ai bien fait ce qu'on appelle un bilan énergétique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Ouais. Donc ça, déjà, bien connaître toutes ces formules, bien connaître tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Eh ben, on va revenir sur notre montage de TP. Donc, vous vous rappelez de tout ça? Comment est-ce qu'on fait la caractéristique d'un panneau solaire pour trouver la puissance électrique, justement, et le rendement? Le panneau solaire, c'est ça. C'est lui, finalement, qui alimente le circuit, finalement, le panneau solaire. C'est comme un générateur, finalement. Donc, si je veux la caractéristique de ce panneau solaire, on m'avait dit qu'il fallait trouver la puissance. Mais pour trouver la puissance, il fallait mesurer la tension et l'intensité. Donc, ça veut dire qu'il faut faire quel type de circuit? Le voltmètre se branche toujours en... On le voit sur ce circuit-là, par exemple. Il se branche en dérivation sur la cellule photovoltaïque. L'ampèremètre, il se branche en série avec la résistance variable. On a bien une... On est censé savoir faire le montage, monsieur? Comment? On est censé savoir faire le montage, enfin, ça va le redessiner? Oui, on peut vous le demander. Oui, ça peut être un exercice à caractère expérimental. On peut vous demander ça. Donc ça, il faut bien savoir que votre générateur, c'est votre cellule photovoltaïque. C'est lui, là. Votre circuit, c'est un circuit série constitué d'un ampèremètre et d'une résistance variable. Et en dérivation, sur la cellule photovoltaïque, on met toujours le voltmètre. Ça, c'est à savoir tout ça, brancher les appareils. Attendez, du coup, celui tout en haut, c'est quoi? Comment? C'est quoi celui tout en haut? Parce qu'il y a l'ampèremètre, le voltmètre. Oui, et ben, tu ne reconnais pas? Ça, c'est la cellule. Le générateur? Non, c'est la cellule photovoltaïque. Ah, cellule photovoltaïque. Qui joue le rôle de générateur. D'ailleurs, les petites flèches que tu as là, ça veut dire que c'est la lumière qui arrive sur la cellule. D'accord. Et en bas, c'est quoi? Alors, en bas, pas l'ampèremètre, mais l'autre. Ça s'appelle un rhéostat. Le rhéostat, ça s'appelle une résistance variable. Alors, mais ça, on est censé pouvoir le placer? Enfin, je savais même pas que... la résistance variable, c'est une résistance. Une résistance dans un circuit, c'est toujours en série. Ça, tu sais, depuis le collège. D'accord. Voilà. Donc là, déjà, avec tout ça, c'est un montage qui permet de faire quoi, d'ailleurs, ce montage? À quoi il sert, ce montage, finalement? Pouvoir savoir connaître la puissance du... Oui. Enfin, l'intensité Ben, il sert à et la puissance du panneau. Ouais. Il sert à mesurer la puissance du panneau solaire. Mais pour trouver la puissance du panneau solaire, on a besoin de connaître ce qu'on appelle là. Je vous remets les courbes qu'on a fait en TP. Ces deux courbes-là. La première, c'est ce qu'on appelle la caractéristique intensité tension. Ça faisait une courbe comme ça, on avait vu. Et après, on avait fait une deuxième courbe qui s'appelait la caractéristique puissance en fonction de la tension. Et là, on s'est aperçu que la puissance, vous voyez, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et après elle rediminue lorsque la tension augmente. Donc ça voulait dire quoi, ce graphique? Ça voulait dire qu'il fallait se placer au maximum pour trouver la puissance maximale délivrée par la cellule photovoltaïque. Et la puissance maximale, elle est là. Donc pour avoir la puissance, on a dit que P égale U fois I. Donc si on connaît U et I, on connaît la puissance et on peut en déduire la puissance maximale. Et la puissance maximale, c'est elle qu'on utilisera justement, on avait dit, pour calculer le rendement de la cellule photovoltaïque. Est-ce que ça va? C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Alors, je termine par deux choses pour finir. Donc le rendement, c'est ce qu'on vient de voir, c'est bien la puissance maximale électrique sur la puissance lumineuse. Voilà, et donc le rendement des cellules, je vous ai marqué, c'est de l'ordre d'à peu près de 10%, 10-15%. Voilà, donc ça c'est à retenir. Et voilà, il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'était quoi? C'était, je reviens là-dessus, c'était ça. À propos de convertisseurs,
J'avais oublié de vous parler de ça aussi. La conversion et le stockage d'énergie. Alors ça rebondit un peu sur les deux chapitres, comme ça. Par exemple, une pile. Vous êtes d'accord qu'une pile, c'est une énergie chimique, c'est une réaction chimique qui produit de l'électricité, qui produit de l'énergie électrique. Un électrolyseur, ben on voit que c'est l'inverse finalement. C'est de l'énergie électrique qui va produire de l'énergie chimique, vous êtes d'accord? Donc vous voyez par exemple mon électrolyseur, ben, je peux le représenter comme j'ai fait avec le panneau solaire, hein. Je peux représenter ça comme un convertisseur, hein. C'est un convertisseur l'électrolyseur. Et donc forcément ici je vais avoir une énergie électrique. Je refais la même chose que tout à l'heure. Là j'ai une énergie chimique. Et à votre avis, est-ce que là, on m'a dit que le rendement c'était 10% pour les panneaux solaires. Et là, est-ce que d'après vous, j'aurai 100% pour l'électrolyseur? Non. Eh ben non, il y aura toujours des pertes. Il y a forcément des pertes. Toujours. Il y aura toujours des pertes thermiques. Vous voyez, donc ce qu'on a fait pour le panneau solaire, ça marche aussi pour un électrolyseur. Et donc ce système de conversion et de stockage d'énergie, eh ben, c'est intéressant par rapport à, on avait dit, différentes applications. Par exemple, pour les batteries lithium-ion, on sait que les batteries lithium-ion, on avait parlé d'énergie, de densité énergétique, d'énergie massique en fait, c'est-à-dire que ça libérait beaucoup d'énergie, enfin ça conservait plutôt beaucoup d'énergie pour une masse très faible, et donc on pouvait stocker beaucoup d'énergie justement, d'énergie électrique en l'occurrence. Et par exemple, on avait dit aussi qu'on avait vu différents exemples. On avait vu l'exemple aussi en SVT par exemple de la photosynthèse qui produit de l'énergie dans un sens et que dans l'autre sens, on avait un autre phénomène qu'on appelait la photorespiration. Non, la respiration. La Je sais plus respiration. comment. Voilà. Parce qu'en fait, on avait dit que la photosynthèse, il fallait de la lumière, il fallait des photons. Ça se faisait pendant la journée. Et pendant la nuit, comme il n'y a plus de lumière, et ben on a la réaction inverse. La photosynthèse, on avait dit qu'il fallait du CO2 et de l'eau. Et ça produisait du dioxygène, on avait dit, avec la matière organique. Je mets MO pour matière organique. Et que la respiration, ben c'est l'inverse. C'est la matière organique qui récupère l'oxygène, comme quand on respire. Hein. Quand on respire, on prend de l'oxygène et on produit du CO2 et de l'eau. Après, bon, c'est sûr que c'est pas équilibré, mais voilà, on a les deux réactions inverses. Donc là aussi, on a bien de la conversion et du stockage d'énergie. Et après, je vous avais parlé aussi pour les sportifs, hein, que quand on faisait un effort, on transformait notre ADP en ATP en prenant de l'oxygène. Et quand on relâchait nos efforts, l'ATP se retransformait en ADP, en adénosine diphosphate. Donc en fait, il y a plein d'exemples en fait dans la vie de tous les jours qui montrent cette conversion et ce stockage d'énergie justement. Voilà. Donc ça permet de conclure un petit peu finalement les deux chapitres et de relier les deux chapitres ensemble. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout abordé. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire. Moi, monsieur, du coup, pour le premier chapitre, oui. Du coup, il n'y a pas grand-chose à retenir en soi. Eh ben, il y a trois choses. Il y a la définition du photon et l'effet photoélectrique. Et il y a, qu'est-ce qu'on a dit, tout ce qui concerne les panneaux solaires, les applications de l'effet photoélectrique. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, après, selon les sujets type bac que vous voyez, hein, ça vous donne différents contextes. Hein. Donc je vous ai dit, hein, vous pouvez très bien aller les voir, hein, comme a fait Yovan, comme il me disait qu'il apprenait les sujets par cœur. Vous pouvez très bien aller voir des sujets sur Labo Lycée. Hein. Je vous ai donné le site où il y a plein de sujets de bac qui sont déjà traités avec des corrigés. Donc si vous voulez vous entraîner, vous pouvez très bien aller dessus hein, pour vous entraîner, voir des sujets de type bac justement. D'accord. Voilà. Après des questions peut-être sur le deuxième chapitre, c'est bon aussi sur la partie électrolyse? Non, c'est tout bon. C'est tout bon? Eh ben ok. Donc je vais arrêter l'enregistrement et puis j'enverrai le lien ce soir sur Discord de l'enregistrement du coup. Voilà.
Ok? Mais, au revoir. Au revoir.